Salut les amis, c'est Maxou, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Maxi Talk spécial Coupe du Monde de football. Voilà, je vous l'ai promis, il est là. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va parler du coup de la Coupe du Monde 2026 qui se passe sur 3 pays, mais aussi de toute l'histoire de la Coupe du Monde, un peu comme on avait fait avec l'Eurovision le mois dernier. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à l'un des plus grands monuments du sport mondial, la Coupe du Monde de football. Un événement qui dépasse largement le simple cadre du terrain. Tous les 4 ans, la planète entière semble s'arrêter pendant un mois. Des milliards de spectateurs suivent les matchs, les nations vibrent, les joueurs deviennent des héros ou parfois des symboles de défaite, de polémique ou d'injustice. Mais derrière les buts, les célébrations et les souvenirs mythiques, la Coupe du Monde possède aussi une histoire bien plus complexe. C'est une compétition née d'une volonté politique et sportive, celle de créer un vrai championnat du monde du football, indépendant des Jeux Olympiques. Depuis sa création, elle a accompagné l'évolution du monde, les guerres, les tensions politiques, la mondialisation, l'argent, les médias et même les scandales. Dans cet épisode, on va donc revenir sur plusieurs points essentiels. D'abord, on parlera de la création de la compétition, pourquoi la FIFA a voulu organiser son propre tournoi mondial et dans quel contexte cette idée est née. Ensuite, on reviendra sur la toute première édition organisée en 1930 en Uruguay, une édition très différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Puis, on fera un point sur les chiffres historiques, les pays les plus titrés, le nombre de vainqueurs différents, les nations les plus présentes et les grandes statistiques qui montrent l'ampleur de cette compétition. Après, on abordera une partie plus sombre, les scandales et controverses mondiales, de la main de Maradona au fameux Allemagne-Autriche de 1982, en passant par les polémiques de l'édition 2002, on verra que la Coupe du Monde n'a jamais été seulement une fête. Enfin, on se demandera ce qu'il faut attendre de l'édition 2026, une Coupe du Monde historique puisqu'elle est organisée par 3 pays, les USA, Canada et Mexique. Et elle accueille pour la première fois 48 équipes. Alors, est-ce que la Coupe du Monde reste le plus beau spectacle du football ou est-ce qu'elle est devenue trop grande, trop politique, trop commerciale? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, la création de la compétition. Pour comprendre la Coupe du Monde, il faut revenir au début du XXe siècle. À cette époque, le football se développe rapidement en Europe et en Amérique du Sud. Les clubs se structurent, les fédérations nationales se créent et les matchs internationaux attirent de plus en plus de public. Mais il n'existe pas encore de véritable compétition mondiale consacrée uniquement au football. Pendant longtemps, le grand rendez-vous international du football, ce sont les Jeux Olympiques. Le football y est présent et certaines équipes y brillent particulièrement. L'Uruguay, par exemple, remporte les tournois olympiques de 1924 et de 28, ce qui contribue à faire du pays l'une des plus grandes puissances du football mondial de l'époque. Mais pour la FIFA, ce système a ses limites. Les Jeux Olympiques ne sont pas uniquement consacrés au football, et surtout, la question du professionnalisme pose problème. Le football devient de plus en plus populaire, de plus en plus structuré, et la FIFA veut créer une compétition qui lui appartient totalement. L'idée d'une Coupe du Monde naît donc d'une ambition simple. Organiser un tournoi où les meilleures nations de football pourraient s'affronter pour désigner un vrai champion du monde. Et c'est sous l'impulsion de Jules Rimet, président de la FIFA, que le projet avance réellement. Son idée est de faire du football un langage universel, capable de réunir les peuples autour d'une même compétition. En 1928, la FIFA décide officiellement de créer un tournoi mondial. La première édition est prévue pour 1930. Le choix des pays organisateurs est très symbolique. Ce sera l'Uruguay. Pourquoi ? Parce que le pays est alors double champion olympique, mais aussi parce qu'il célèbre en 1930 le centenaire de son indépendance. L'Uruguay accepte également de construire un grand stade et de prendre en charge une partie des frais des équipes participantes. Dès le départ, la Coupe du Monde est donc à la fois un événement sportif, politique et symbolique. Elle sert à désigner la meilleure nation de football, mais aussi à montrer la puissance d'un pays, sa capacité d'organisation, son rayonnement international. Et c'est ce mélange qui va accompagner la compétition jusqu'à aujourd'hui. La Coupe du Monde n'est pas seulement un tournoi, c'est une scène mondiale. Partie 2, la première édition. La première Coupe du Monde se déroule en 1930 en Uruguay du 13 au 30 juillet. Elle ne ressemble pas du tout aux éditions modernes. Aujourd'hui, on parle de stades ultra médiatisés, de droits TV, de sponsors mondiaux, de 48 équipes en 2026. Mais en 1930, la compétition est encore presque artisanale. Seulement 13 équipes y participent. La majorité vient d'Amérique, car le voyage jusqu'en Uruguay est long, coûteux et compliqué pour les nations européennes. À l'époque, il faut traverser l'Atlantique en bateau. Plusieurs pays européens hésitent donc à venir.
Finalement, seules quelques sélections européennes font le déplacement, comme la France, la Belgique, la Roumanie ou la Yougoslavie. Le tournoi se joue principalement à Montevideo. Le stade le plus célèbre est l'Estadio Sant'Anrio, construit pour l'occasion. Ce stade devient rapidement un symbole de cette première Coupe du Monde. Sportivement, cette édition pose déjà les bases de la légende. La France dispute l'un des premiers matchs de l'histoire de la compétition, mais les deux grandes forces du tournoi sont l'Uruguay et l'Argentine. La finale oppose justement ces deux nations sud-américaines. Le match se joue le 30 juillet 1930 devant une foule immense. L'Argentine mène, l'Uruguay revient, puis finit par s'imposer 4-2. L'Uruguay devient donc le premier champion du monde de l'histoire. Cette victoire est immense pour le pays. L'Uruguay confirme sa domination après ses titres olympiques de 1924 et 1928. À ce moment-là, le pays est considéré comme la première grande superpuissance du football mondial. Je vais y arriver. Mais cette première édition montre aussi les limites du projet. Le tournoi n'est pas encore totalement mondial. Beaucoup de grandes nations ne sont pas présentes. L'organisation est encore jeune. Pourtant, le succès est suffisant pour installer durablement la compétition. La Coupe du Monde vient de naître. Et même si personne ne peut encore imaginer ce qu'elle deviendra, les bases sont déjà là. Des nations, des rivalités, des héros, un trophée, une finale. Et cette idée simple mais puissante, pendant quelques semaines, le football peut devenir le centre du monde. Les chiffres historiques. Aujourd'hui, la Coupe du Monde est devenue la compétition la plus prestigieuse du football international. Et ces chiffres racontent à eux seuls son importance. Depuis 1930, la compétition a connu plusieurs formats. Elle a commencé avec 13 équipes lors de la première édition. Puis, elle s'est progressivement élargie. 16 équipes, 24, 32 à partir de 1998 et désormais 48 pour l'édition 2026. Au total, avant l'édition 2026, environ 80 nations différentes ont déjà participé au moins une fois à une phase finale de Coupe du Monde. Mais malgré ce grand nombre de participants, très peu de pays ont réussi à sauver le trophée. Seulement 8 nations ont été champions du monde. Brésil, Allemagne, Italie, Argentine, France, Uruguay, Angleterre et Espagne. Le pays le plus titré reste le Brésil avec 5 Coupes du Monde. Derrière, on retrouve l'Allemagne et l'Italie avec 4 titres chacune. L'Argentine en compte 3, tandis que la France et l'Uruguay en ont 2. Enfin, l'Angleterre et l'Espagne ont remporté la compétition une fois chacune. Ces chiffres montrent une grande chose. Gagner une Coupe du Monde est extrêmement difficile. Beaucoup de grandes nations du football ont connu des générations incroyables sans aller au bout. Les Pays-Bas, par exemple, ont joué plusieurs finales sans jamais gagner le trophée. La Coupe du Monde, c'est aussi une histoire de régularité. Certaines nations sont presque toujours présentes. Le Brésil a connu toutes les Coupes du Monde et elle est la seule sélection à l'avoir fait. L'Allemagne, l'Argentine, l'Italie, la France ou l'Espagne font aussi partie des grands habitués. Mais au-delà des titres, il y a aussi les records individuels. Des joueurs comme Pelé, Diego Maradona, Ronaldo, Zinedine Zidane, Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Miroslav Klose ont marqué l'histoire de la compétition. Klose détient notamment le record du nombre de buts inscrits en Coupe du Monde avec 16 réalisations avant l'édition 2026. Alors que j'enregistre, Lionel Messi l'a déjà dépassé. Ces chiffres prouvent que la Coupe du Monde est à la fois une compétition collective et un théâtre pour les légendes individuelles. Chaque édition ajoute des noms, des records, des surprises et parfois des nations inattendues qui viennent bousculer la hiérarchie. C'est ce qui rend cette compétition si particulière. Elle est rare, difficile, imprévisible et chaque match peut devenir historique. Les scandales mondiaux. La Coupe du Monde est une fête, mais elle est aussi traversée par des scandales qui ont marqué l'histoire du football. Le plus célèbre est sans doute la main de Maradona en 1986. Lors du quart de finale Argentine-Angleterre, Diego Maradona marque un but de la main. L'arbitre ne le voit pas, le but est validé et l'Argentine finit par se qualifier. Maradona parlera ensuite de la main de Dieu. Ce geste devient l'un des moments les plus célèbres et les plus controversés de l'histoire du sport. Autre scandale majeur, Allemagne de l'Ouest, Autriche en 1982. Souvent appelé le match de la honte ou la disgrace de Gijón.
Le contexte est simple. Un score de 1-0 pour l'Allemagne qualifie les deux équipes et élimine l'Algérie. L'Allemagne marque tôt, puis le rythme du match chute totalement. Les deux équipes semblent se satisfaire du résultat. Le score ne bouge plus et l'Algérie est éliminée. Après cette défaite, la FIFA décide que les derniers matchs d'un même groupe devront être joués en même temps pour limiter ce type d'arrangement. Cette même année, il y a aussi eu la nuit de Séville. Lors de la demi-finale, France-Allemagne. Ce match n'est pas un scandale de corruption, mais il reste associé à une immense polémique sportive. Le gardien allemand Harald Schumacher percute violemment Patrick Battiston qui sort blessé. L'arbitre ne sanctionne pas Schumacher. Pour beaucoup de Français, cette décision reste l'une des plus grandes injustices de l'histoire de la Coupe du Monde. En 2002, organisée en Corée du Sud et au Japon, la Coupe du Monde a aussi provoqué beaucoup de débats. Plusieurs matchs de la Corée du Sud, notamment contre l'Italie puis l'Espagne, ont été critiqués à cause de décisions arbitrales jugées très contestables. Il faut être prudent. Toutes les accusations de corruption ne sont pas officiellement prouvées, mais dans la mémoire collective, cette édition reste l'une des plus controversées. On pourrait aussi parler des soupçons autour de certaines attributions de la Coupe du Monde, des critiques sur les conditions de travail dans certains pays organisateurs, ou encore des décisions de la FIFA régulièrement contestées. Ces scandales rappellent une chose. La Coupe du Monde concentre trop d'enjeux pour être totalement innocente. Il y a le prestige, l'argent, la politique, l'image des pays, les carrières des joueurs, les intérêts des fédérations. Et quand autant de choses se jouent sur un seul tournoi, chaque décision peut devenir une affaire mondiale. Qu'est-ce qu'on doit attendre de l'édition 2026 ? L'édition 2026 s'annonce déjà comme une Coupe du Monde historique. D'abord, parce qu'elle est organisée par 3 pays, USA, Canada, Mexique. C'est une première à cette échelle. Le tournoi se déroule dans 16 villes hôtes réparties entre les 3 pays. La FIFA présente cette édition comme la plus grande de l'histoire, notamment parce qu'elle passe à 48 équipes. Ce changement est énorme. Jusqu'en 2022, la Coupe du Monde réunissait 32 équipes. En 2026, il y en a 48. Cela signifie plus de nations qualifiées, plus de matchs, plus de visibilité pour des pays qui avaient rarement accès à la phase finale. Pour certains, c'est une excellente nouvelle. Le football devient plus ouvert, plus mondial, plus inclusif. Mais pour d'autres, c'est aussi un risque. Plus d'équipes, ça peut vouloir dire un nouveau plus irrégulier, un calendrier plus lourd, plus de déplacements et une compétition peut-être moins lisible. La Coupe du Monde devient gigantesque et certains se demandent si elle ne perd pas un peu de son intensité. Sur le plan sportif, l'édition 2026 est aussi attendue parce qu'elle arrive après le sacre de l'Argentine en 2022. Beaucoup de questions se posent. Qui dominera cette nouvelle ère ? La France peut-elle encore viser le titre ? Le Brésil peut-il revenir au sommet ? L'Argentine peut-elle défendre son statut ? Une nation africaine ou asiatique peut-elle enfin atteindre une finale ? Il faudra aussi observer l'impact du climat, des distances et des voyages. Jouer en Amérique du Nord implique des déplacements importants entre les villes. Les organismes, les sélectionneurs et les joueurs devront gérer la fatigue, les fuseaux horaires et les conditions météo. Enfin, cette Coupe du Monde sera aussi un énorme événement économique et médiatique. Aux États-Unis, le football continue de progresser. Organiser une Coupe du Monde là-bas, avant les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, peut renforcer encore davantage la place du football dans le marché nord-américain. Ce qu'on doit attendre de 2026, c'est donc une édition spectaculaire, immense, peut-être parfois critiquée, mais forcément marquante. Une Coupe du Monde qui pourrait ouvrir une nouvelle époque, celle des tournois toujours plus grands, toujours plus mondiaux, toujours plus commerciaux. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à la Coupe du Monde. On a vu que cette compétition n'est pas seulement un tournoi de football, c'est une histoire qui commence en 1930 avec une idée ambitieuse, réunir les meilleures nations pour désigner un champion du monde. Depuis, la Coupe du Monde est devenue un phénomène planétaire. Elle a offert certains des plus grands moments de sport. Des buts inoubliables, des finales légendaires, des générations dorées, des héros nationaux, mais elle a aussi connu des zones d'ombre, des polémiques arbitrales, des arrangements supposés, des scandales politiques et économiques.
C'est peut-être ça finalement la Coupe du Monde, un miroir du football, mais aussi un miroir du monde. Elle montre ce que le sport peut produire de plus beau, l'émotion, le dépassement, l'unité, la passion. Mais elle montre aussi ses excès, l'argent, la pression, l'injustice, la manipulation. L'édition 2026 va encore amplifier tout ça. Plus d'équipes, plus de matchs, plus de pays concernés, plus de spectacles. Reste à savoir si cette grandeur rendra la compétition encore plus magique ou si elle l'éloignera un peu de son âme d'origine. Une chose est sûre, quand la Coupe du Monde commence, tout le monde a quelque chose à dire. Même ceux qui ne regardent pas le football toute l'année finissent par s'y intéresser. Parce que ce tournoi raconte des histoires qui dépassent le sport. Des histoires de nations, de revanche, de rêves, d'échecs, de gloire et parfois de scandales. Et c'est sûrement pour ça que, presque un siècle après sa création, la Coupe du Monde reste l'événement sportif le plus puissant de la planète. La Coupe du Monde, ce n'est pas seulement le football qui se joue pendant un mois. C'est le monde entier qui retient son souffle devant un ballon. Bref, passez une très bonne fin de Coupe du Monde.